Une inscription en lettres de sang, une faute de grammaire qui devient légendaire. Un homme condamné qui ne cesse de clamer son innocence. 34 ans plus tard, l'affaire Omar Haddad continue de hanter la justice française. Cette histoire soulève des questions qui nous concernent tous. Comment peut-on être certain de la culpabilité d'un homme? Que se passe-t-il quand la science moderne contredit les certitudes du passé? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des énigmes judiciaires les plus troublantes de France. Le 24 juin 1991, un dimanche fatal. C'est un dimanche ensoleillé sur la Côte d'Azur. À Mougins, dans les Alpes-Maritimes, se dresse une villa luxueuse baptisée La Chamade. Cette propriété appartient à Ghislaine Marchal, 65 ans, veuve d'un riche équipementier automobile. Femme cultivée et distinguée, elle est issue d'une famille de résistants déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père, Robert de Ranty, est mort en déportation après s'être engagé dans la résistance. Ghislaine Marchal vit seule dans sa villa, entourée de son confort et de ses souvenirs. Ce dimanche-là, elle a demandé à son jardinier de venir travailler. Omar Haddad, 29 ans, originaire du Maroc, arrive vers 10 heures du matin. Il travaille pour Madame Marchal depuis plusieurs années. C'est un homme discret, travailleur, qui entretient les jardins de plusieurs propriétés de la région. Normalement, Omar ne travaille jamais le dimanche, mais cette fois, Ghislaine Marchal lui a demandé de venir exceptionnellement. Personne d'autre ne sait qu'Omar sera là ce jour-là. À part une voisine, informée par Madame Marchal elle-même, les heures passent. Le soir tombe sur la villa. Ghislaine Marchal ne répond plus au téléphone. Sa famille s'inquiète. Le lendemain, le 25 juin, on découvre son corps dans la chaufferie de la villa. Le spectacle est effroyable. La scène du crime. Une mise en scène énigmatique, Ghislaine Marchal a été poignardée à plusieurs reprises. Elle a également reçu des coups violents, portés avec une barre en bois. Son corps gît dans la chaufferie, une pièce en sous-sol de la villa. La porte de cette pièce a été barricadée de l'intérieur. Ghislaine Marchal a tenté de se protéger en bloquant l'accès avec un lit pliant, un chevron et une barre de fer. Mais ce qui va marquer à jamais cette affaire, ce sont deux inscriptions découvertes sur les portes, écrites avec le sang de la victime. Sur une première porte, « Omar m'a tué ». Sur une seconde porte, « Omar m'a té ». Ces mots tracés de manière tremblante semblent désigner le coupable, Omar Haddad. Le jardinier qui travaillait ce jour-là dans la propriété. Cette faute de conjugaison, m'a tué, au lieu de m'a tué, va devenir l'emblème de l'affaire. Elle pose immédiatement question. Ghislaine Marchal, femme cultivée, aurait-elle fait une telle erreur dans ces derniers instants? Ou bien s'agit-il d'une mise en scène orchestrée par le véritable assassin? Les enquêteurs se posent une autre question troublante. Pourquoi écrire 2 fois le même message? Pourquoi une phrase complète alors qu'on est en train de mourir? La logique voudrait qu'une personne mourante écrive le plus rapidement possible, avec un minimum de mots. Pourtant, ici, 2 inscriptions presque identiques. Le palier devant la porte est maculé de sang, d'importantes quantités de sang. Le corps de Ghislaine Marchal montre qu'elle s'est défendue, qu'elle a lutté pour sa vie, qu'elle a tenté de se protéger en s'enfermant dans cette chaufferie. L'arrestation d'Omar Haddad, le piège se referme. Dès le 26 juin 1991, Omar Haddad est placé en garde à vue. À peine l'enquête commencée, les journaux s'emparent de l'affaire. Des informations circulent dans la presse alors que la garde à vue n'est même pas terminée. Le nom d'Omar Haddad est jeté en pâture au public. Un jardinier marocain, illettré, accusé d'avoir tué sa riche patronne française. L'affaire prend immédiatement une dimension médiatique explosive. Omar Haddad nie farouchement. Il explique qu'il a quitté la villa vers 17h ce dimanche-là. Il affirme n'avoir rien vu, rien entendu d'anormal. Il décrit sa journée de travail dans les moindres détails. Mais les enquêteurs se focalisent sur lui. Les inscriptions en lettres de sang semblent trop évidentes pour être ignorées. Une expertise graphologique est demandée. Les experts concluent que les inscriptions ont été écrites par Ghislaine Marchal elle-même. Pour la justice, c'est une preuve accablante. La victime a désigné son assassin avant de mourir. Omar Haddad est incarcéré. Il commence une détention qui va durer plus de 7 ans. Pendant ce temps, l'instruction se poursuit.
mais elle se fait dans un climat étrange, des fuites dans la presse, des informations transmises aux journalistes avant même d'être communiquées à la défense. Omar Haddad se plaint d'avoir été sali dans la presse. On l'accuse de vol, de commerce avec des prostituées, des accusations qui ne seront jamais prouvées mais qui terniront son image. Le procès, une condamnation controversée. Le 2 février 1994, le procès d'Omar Haddad s'ouvre devant la cour d'assises de Nice. Son avocat est Jacques Vergès, célèbre ténor du barreau français. Vergès est connu pour défendre les causes perdues, les dossiers politiques sensibles. Il va mener une défense acharnée. Face à lui, la partie civile est représentée par Henri Leclerc, vice-président de la Ligue des droits de l'homme. Le procès est médiatisé comme jamais. La France entière suit les débats. L'accusation repose essentiellement sur 3 éléments. Premièrement, les inscriptions en lettres de sang qui désignent Omar. Deuxièmement, l'absence d'alibi solide d'Omar Haddad pour les heures cruciales. Troisièmement, des traces de poussière retrouvées sous les chaussures d'Omar, provenant supposément de la cave. Mais la défense soulève de nombreuses incohérences. Aucune trace ADN d'Omar Haddad n'a été retrouvée sur les lieux du crime. Aucune empreinte digitale. Aucune trace de sang de la victime sur ses vêtements. Comment expliquer qu'un homme ayant poignardé violemment une femme ne porte aucune trace de sang? Les expertises sur la poussière sont contestées. L'expert constate que les particules trouvées sur le pantalon d'Omar pourraient provenir de n'importe quel environnement. Le plâtre est un matériau très commun. De plus, le matériau stocké dans la cave est de la laine de roche, pas de la fibre de verre trouvée sur le pantalon. La défense soulève également des questions sur les inscriptions. Pourquoi 2 phrases presque identiques? Pourquoi cette faute de grammaire pour une femme cultivée? Plusieurs documents montrent que Ghislaine Marchal faisait parfois des erreurs d'orthographe, notamment en confondant le participe passé avec l'infinitif. Mais cette faute-là semble différente. Jacques Vergès évoque la possibilité d'une manipulation. Et si quelqu'un avait guidé la main de Ghislaine Marchal? Et si le véritable assassin avait orchestré cette mise en scène pour faire accuser Omar? Malgré ces arguments, le jury populaire rend son verdict. Coupable. Omar Haddad est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. L'homme s'effondre. Il continue de clamer son innocence. Jacques Vergès déclare que l'origine maghrébine de son client a pu jouer contre lui. Cette déclaration provoque l'indignation d'Henri Leclerc. Mais le doute s'installe dans l'opinion publique. Les grèves de la faim, un combat désespéré. En prison, Omar Haddad refuse d'abandonner. Il demande à plusieurs reprises sa mise en liberté provisoire. Toutes ces demandes sont refusées. En avril 1992, désespéré, il entame une grève de la faim. Il veut attirer l'attention sur son cas. Il veut qu'on l'écoute. Il veut qu'on enquête sérieusement. Pendant des jours, il refuse de s'alimenter. Son état de santé se dégrade. Les autorités s'inquiètent. Après quelques semaines, il met fin à sa grève. Mais quelques mois plus tard, face à un nouveau refus de mise en liberté, il recommence. Cette fois, il va jusqu'à refuser de boire. Son corps s'affaiblit dangereusement. Le 16 juin 1992, le juge vient à l'hôpital pour lui signifier un mandat de dépôt d'1 an. Parmi les motifs invoqués, les faits qui lui sont reprochés ont gravement troublé l'ordre public. Son avocat s'insurge. Ce trouble à l'ordre public ne serait-il pas plutôt causé par la détention d'une personne innocente? Après 35 jours de privation, Omar Haddad finit par renoncer à sa grève. Il est épuisé, mais pas vaincu. La grâce présidentielle, une libération sans innocence. En France, l'affaire continue de faire débat. Des intellectuels, des juristes, des personnalités publiques se mobilisent. Un comité de soutien se forme. Parmi ses membres, on trouve des noms prestigieux. Tous réclament la révision du procès. Tous dénoncent ce qu'ils considèrent comme une erreur judiciaire. Le cas d'Omar Haddad touche le Maroc, son pays d'origine. Le roi Hassan II intervient personnellement. Il demande au président français de reconsidérer la situation. En 1996, le président Jacques Chirac décide d'accorder une grâce présidentielle partielle à Omar Haddad. Ce n'est pas une innocence. C'est une mesure de clémence qui réduit la peine. Mais aux yeux de la justice, Omar Haddad reste coupable. Le 4 septembre 1998, après avoir purgé 7 ans, 2 mois et 8 jours de prison, Omar Haddad est libéré. Il retrouve sa famille.
Il retrouve sa vie, mais il porte toujours l'étiquette d'assassin. Dans sa tête, dit-il, il est toujours en prison, car il n'a pas été innocenté, car on continue de le considérer comme le meurtrier de Ghislaine Marchal. Les nouvelles expertises, l'ADN change la donne. Une fois libéré, Omar Haddad ne baisse pas les bras. Il veut être innocenté. Il veut laver son honneur. Il veut que la vérité éclate. Le 27 janvier 1999, une première requête en révision de son procès est déposée. Les avocats d'Omar misant sur les progrès scientifiques, notamment sur les analyses ADN, qui n'étaient pas aussi développées dans les années 1990. En l'an 2000, 2 graphologues remettent en question l'identité de l'auteur des inscriptions. Ils ne sont pas convaincus que Ghislaine Marchal ait écrit ces mots. Une autre analyse est réalisée sur la trace de main ensanglantée trouvée sur l'inscription. Cette main comporte du sang de Ghislaine Marchal, mais aussi du sang masculin. En février 2001, une analyse conclut que cet ADN masculin ne correspond pas à celui d'Omar Haddad. C'est une bombe. Si cet ADN n'est pas celui d'Omar, à qui appartient-il? Qui était présent sur les lieux du crime? Malgré ces éléments troublants, la Cour de cassation rejette en novembre 2002 la demande d'un nouveau procès. La justice considère que ces éléments ne sont pas suffisamment probants, qu'ils peuvent s'expliquer par une contamination. Omar Haddad est effondré, mais il continue. L'enquête secrète, des pistes enterrées. En 2022, un livre intitulé « Ministère de l'injustice » révèle des informations explosives. Entre 2002 et 2004, les gendarmes ont mené une enquête parallèle sur l'affaire. Une informatrice leur a confié des informations troublantes. Elle raconte que Ghislaine Marchal fréquentait un restaurant lounge à Cagnes-sur-Mer. Elle y allait parfois avec Omar Haddad. Le patron de ce restaurant était considéré comme un voyou, lié à des figures du banditisme niçois. L'informatrice affirme avoir vu, le jour même du meurtre, un homme nommé Marcel arriver au restaurant couvert de sang. Les gendarmes prennent cette piste au sérieux. Ils enquêtent pendant 2 ans. Ils identifient 2 suspects potentiels, liés au milieu criminel niçois. Mais au moment où ils demandent des moyens d'investigation supplémentaires, perquisition, écoute, analyse bancaire, le parquet ne donne plus de nouvelles. L'enquête est abandonnée, enterrée, jamais transmise à la Cour de cassation qui étudiait alors la révision d'Omar Haddad. Pourquoi ? Les raisons précises restent floues. Certains évoquent des tensions internes. Un gendarme remettant en cause le travail de ses collègues des années auparavant, cela ne passe pas toujours bien. Mais le fait est là. Une enquête sérieuse, avec des pistes crédibles, a été étouffée. Omar Haddad n'en a jamais eu connaissance pendant sa procédure de révision. Cette révélation suscite l'indignation. Comment la justice peut-elle ignorer des éléments aussi importants ? Les 2 suspects sont depuis décédés. Impossible de les interroger aujourd'hui. La 2e requête en révision, l'espoir et la désillusion. Le 24 juin 2021, exactement 30 ans après la découverte du corps de Ghislaine Marchal, Omar Haddad dépose une 2e requête en révision. Son avocate, maître Sylvie Noachowicz, apporte de nouveaux éléments. En 2015, 4 ADN masculins non identifiés ont été retrouvés sur des scellés de la scène de crime. Aucun de ces ADN ne correspond au profil génétique d'Omar Haddad. Un expert en génétique sollicité par la défense a analysé ces découvertes. Ces notes de 2019 et 2020 révèlent des conclusions troublantes. L'un de ces ADN inconnus est présent à de nombreux endroits sur la scène de crime, notamment sur l'inscription Omar Maté. Cet ADN apparaît seul ou mélangé avec le sang de la victime. L'expert favorise l'hypothèse que cet ADN a été déposé lors des faits, pas ultérieurement par contamination ou pollution. Cela signifierait qu'une personne inconnue était présente lors du meurtre, une personne qui a touché les inscriptions en lettres de sang. Pour la défense, c'est la preuve qu'Omar Haddad n'est pas le coupable. La commission d'instruction de la Cour de révision ordonne un complément d'information. C'est une première étape encourageante. Des investigations complémentaires sont diligentées. Maître Noachowicz demande l'audition de gendarmes ayant participé à l'enquête originale. Elle demande la désignation d'un laboratoire spécialisé pour identifier à qui appartiennent ces ADN inconnus. L'espoir renaît. Peut-être qu'enfin, après plus de 30 ans, la vérité va éclater. Mais le 13 octobre 2022,
la décision tombe. La commission d'instruction de la Cour de révision déclare la requête irrecevable. Pour la deuxième fois en 20 ans, la demande de révision d'Omar Haddad est rejetée. Maître Sylvie Nohachovic se dit scandalisée. Elle annonce immédiatement qu'elle va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. « Je ne lâcherai jamais Omar Haddad », affirme-t-elle avec détermination. Les zones d'ombre. Questions sans réponse. Plus de 3 décennies après le meurtre de Ghislaine Marchal, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment expliquer l'absence totale d'ADN d'Omar Haddad sur la scène de crime? Pourquoi aucune trace de sang de la victime n'a été retrouvée sur les vêtements du jardinier? Un meurtre aussi violent laisse forcément des traces. Comment Ghislaine Marchal a-t-elle pu écrire 2 phrases complètes alors qu'elle était en train de mourir? Pourquoi cette faute de grammaire si particulière? L'expert en génétique évoque la possibilité d'une mise en scène. Quelqu'un aurait pu tenir la main de Madame Marchal pour tracer l'inscription. Le véritable assassin aurait ainsi orienté les soupçons vers Omar Haddad. Autre mystère. Comment le meurtrier a-t-il pu sortir de la chaufferie alors que la porte était barricadée de l'intérieur? La journaliste Ève Livet a mené sa propre enquête. Elle affirme que la cave à vin, une pièce adjacente, n'a jamais été correctement visitée lors du transport sur les lieux. Aucune description précise de cette cave dans le dossier. Or, un maçon interrogé en août 1991 a déclaré avoir fait des aérations dans cette cave à vin. Il a même rouvert 2 fenêtres pour assurer une meilleure ventilation. Le meurtrier aurait-il pu sortir par ces ouvertures? Cette piste n'a jamais été explorée sérieusement. Pourquoi les enquêteurs se sont-ils focalisés uniquement sur Omar Haddad? Pourquoi n'ont-ils pas cherché d'autres suspects? L'affaire s'est-elle refermée trop vite sur le jardinier marocain? Certains y voient un exemple de biais judiciaire. Un homme immigré, illettré, employé par une riche veuve française. Le parfait coupable idéal. Le combat continue. La Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, en 2026, Omar Haddad vit à Toulon. Il a reconstruit sa vie du mieux qu'il peut. Père de famille, il travaille discrètement. Mais son combat pour l'innocence continue. Depuis le rejet de sa 2e requête en révision en octobre 2022, son avocate maître Sylvie Nohachovic a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Cette juridiction internationale, basée à Strasbourg, examine les violations potentielles de la Convention européenne des droits de l'homme. La procédure devant la CEDH est longue. Elle peut prendre plusieurs années. Mais pour Omar Haddad, c'est le dernier recours. La dernière chance de faire reconnaître son innocence. Sa vie, dit son avocate, est suspendue à la révision de son procès. Tant qu'il ne sera pas blanchi par un acquittement, il continuera à se battre. « Je suis libre physiquement, mais dans ma tête, je suis toujours en prison », confiait-il en 2010. Cette phrase résume son calvaire. Libéré mais pas innocenté. Gracié mais toujours coupable aux yeux de la justice. L'impact culturel. Une affaire devenue symbole. L'affaire Omar Haddad a profondément marqué la culture française. L'expression « Omar m'a tué » est entrée dans le langage courant. Elle symbolise l'erreur judiciaire possible, le doute qui persiste malgré une condamnation. En 2002, Omar Haddad a publié un livre intitulé « Pourquoi moi ?», avec l'aide de Sylvie Lotiron. Ce livre raconte son parcours, son incompréhension face à cette accusation, son combat pour l'innocence. En 2011, le réalisateur Rochdi Zem a adapté cette histoire au cinéma. Le film « Omar m'a tué » a été nommé au César. L'acteur Sami Bouajila, qui incarne Omar Haddad, a reçu une nomination comme meilleur acteur. Ce film a permis de faire connaître l'affaire à une nouvelle génération. Il a relancé le débat sur les erreurs judiciaires possibles. En décembre 2025, l'Institut national de l'audiovisuel, INA, a lancé la 7e saison de son podcast « Les archives du crime », consacré à l'affaire Omar Haddad. Les équipes ont écouté des centaines d'heures d'entretiens, de témoignages, d'interviews. Ils ont sélectionné les documents les plus révélateurs. Des voix d'accusés, de proches, de témoins, d'enquêteurs, d'avocats ressurgissent. L'affaire continue de fasciner. De nombreux documentaires ont été consacrés à ce dossier. Des émissions de télévision, des reportages, des enquêtes journalistiques, chacun tente d'apporter un éclairage nouveau, de percer le mystère de ce dimanche de juin 1991.
la famille de la victime, un autre point de vue. Face à ce combat incessant d'Omar Haddad, la famille de Ghislaine Marchal exprime une position différente. Après le rejet de la deuxième requête en révision en octobre 2022, elle a publié un communiqué. Elle souhaite que cette décision mette un terme définitif à une affaire douloureusement vécue. Pour elle, cette histoire fait l'objet depuis 30 ans d'une agitation médiatique. Une agitation attisée par certains en recherche de notoriété. La famille considère qu'Omar Haddad est coupable, que la justice a fait son travail en 1994, que les expertises graphologiques ont prouvé que Ghislaine Marchal a bien écrit les inscriptions. Pour les proches de la victime, rouvrir sans cesse ce dossier, c'est empêcher le deuil, c'est raviver la douleur de la perte. Ils voient dans ce combat une fabrication d'un innocent, une manipulation médiatique et juridique qui déshonore la mémoire de Ghislaine Marchal. Cette tension entre les deux camps est palpable. D'un côté, Omar Haddad et ses soutiens qui réclament justice et vérité. De l'autre, une famille endeuillée qui veut tourner la page. Ce conflit illustre la complexité des affaires judiciaires. Il n'y a pas seulement une question de culpabilité ou d'innocence. Il y a aussi des êtres humains brisés de part et d'autre. Une victime qui ne peut plus se défendre. Un homme qui clame son innocence depuis plus de 30 ans. Les leçons d'une affaire, la justice en question. L'affaire Omar Haddad soulève des questions fondamentales sur notre système judiciaire. Comment éviter les erreurs judiciaires? Comment s'assurer qu'un innocent ne soit pas condamné? Les progrès scientifiques, notamment en matière d'ADN, ont révolutionné les enquêtes criminelles. Mais dans les années 1990, ces techniques n'étaient pas aussi fiables. De nombreuses condamnations ont été prononcées sur la base d'expertises aujourd'hui contestées. L'affaire Omar Haddad illustre l'importance des expertises dans les décisions de justice. Les graphologues ont affirmé que Ghislaine Marchal avait écrit les inscriptions. Cette expertise a pesé lourd dans la condamnation. Pourtant, d'autres experts, plus tard, ont remis en cause ces conclusions. En octobre 2024, Maître Nohachovic est intervenu lors d'un colloque à l'Université de Lille sur la thématique du juge et de l'expert. Elle a rappelé l'influence considérable, et parfois désastreuse, des expertises sur les décisions de justice. L'affaire Omar Haddad en est un exemple frappant. La question des fuites médiatiques est également cruciale. Dès le début de l'enquête, des informations ont été transmises à la presse. Omar Haddad a été jugé dans les médias avant même d'être jugé par un tribunal. Cette pression médiatique a-t-elle influencé la justice? A-t-elle créé un climat dans lequel il était difficile de l'acquitter? Le rôle des jurés populaires est aussi en question. Face à une affaire aussi médiatisée, avec des inscriptions accusatrices aussi évidentes, les jurés ont-ils pu rester objectifs? Ont-ils été influencés par l'opinion publique? Les témoignages troublants. Quand des voix s'élèvent, au fil des années, plusieurs personnes ont témoigné en faveur d'Omar Haddad. Des experts indépendants ont analysé le dossier. Roger-Marc Moreau, criminaliste enquêteur, a travaillé sur l'affaire à la demande de Jacques Verget. Il affirme que c'est manifestement une mise en scène. Selon lui, quelqu'un a tenu la main de Madame Marchal pour faire l'inscription en lettres de sang. Cette théorie est soutenue par les analyses ADN. La présence d'un ADN masculin inconnu sur les inscriptions renforce cette hypothèse. D'autres enquêteurs, retraités ou en activité, ont exprimé leurs doutes. Certains gendarmes ayant travaillé sur l'affaire initiale reconnaissent aujourd'hui que certaines pistes n'ont pas été explorées, que l'enquête s'est refermée trop vite sur Omar Haddad. Des journalistes ont mené leurs propres investigations. Ève Livet, notamment, a publié plusieurs articles pointant les incohérences du dossier. Elle a mis en lumière des éléments troublants qui n'ont jamais été pris en compte par la justice. Des intellectuels, des avocats, des personnalités publiques continuent de soutenir Omar Haddad. Pour eux, il est le symbole d'une possible erreur judiciaire. Le symbole d'un homme broyé par une machine judiciaire qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, la dimension politique et sociale. L'affaire Omar Haddad ne peut pas être dissociée de son contexte social et politique. Dans les années 1990, la France connaît des tensions importantes autour de l'immigration. Le Front national monte en puissance. Les débats sur l'identité nationale sont virulents. Omar Haddad est un immigré marocain, employé comme jardinier par une riche veuve française.
Cette configuration a immédiatement suscité des réactions passionnées. Jacques Vergès, son avocat, n'a pas hésité à pointer du doigt les possibles biais racistes. Il a déclaré que l'origine maghrébine de son client avait pu jouer contre lui. Cette affirmation a provoqué une polémique. Henri Leclerc, avocat de la partie civile et vice-président de la Ligue des droits de l'homme, s'est insurgé. Pour lui, la justice française ne peut être accusée de racisme. Pourtant, des études ont montré que les personnes d'origine étrangère sont statistiquement plus souvent condamnées, que les peines sont parfois plus lourdes à délit égal. Est-ce le cas dans l'affaire Omar Haddad? Difficile de le prouver, mais le doute existe, et ce doute alimente les soupçons d'une partie de l'opinion publique. Le Maroc, pays d'origine d'Omar Haddad, s'est impliqué dans l'affaire. Le roi Hassan II est intervenu personnellement auprès du président français. Cette intervention diplomatique a abouti à la grâce présidentielle de 1996. Pour beaucoup de Marocains, Omar Haddad est une victime de l'injustice française, un symbole des discriminations subies par les travailleurs immigrés. Cette affaire a créé un malaise diplomatique entre la France et le Maroc. Elle a alimenté les ressentiments et les incompréhensions, les expertises contradictoires, la science au banc des accusés. L'affaire Omar Haddad est aussi une illustration des limites de l'expertise scientifique. En 1991, les analyses ADN n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. L'expertise graphologique était considérée comme fiable. Les graphologues ont conclu que Ghislaine Marchal avait écrit les inscriptions, mais ces expertises ont été contestées par d'autres experts. En 2000, 2 graphologues remettent en question l'identité de l'auteur des inscriptions. Ils pointent des incohérences dans le tracé, des anomalies dans la façon dont les lettres sont formées. Pour eux, ces inscriptions pourraient avoir été réalisées sous contrainte ou par quelqu'un guidant la main de Ghislaine Marchal. Les analyses ADN réalisées en 2001 apportent de nouveaux éléments. Du sang masculin non identifié est retrouvé sur la trace de mains ensanglantées. Ce sang ne correspond pas à celui d'Omar Haddad. En 2015, 4 profils ADN masculins non identifiés sont découverts sur divers scellés. Ces découvertes sont explosives. Elles suggèrent la présence d'au moins une autre personne sur les lieux du crime. Pourtant, la justice refuse d'y voir une preuve suffisante pour réviser le procès. Elle évoque la possibilité de contamination, des traces laissées après les faits lors des investigations. Mais l'expert en génétique sollicité par la défense conteste cette hypothèse. Pour lui, l'ADN a été déposé lors des faits, pas ultérieurement. Ce désaccord entre experts illustre la complexité des affaires criminelles. La science n'est pas toujours une vérité absolue, elle est soumise à l'interprétation. Et ces interprétations divergentes peuvent avoir des conséquences dramatiques. Dans le cas d'Omar Haddad, elles ont conduit à une condamnation contestée depuis plus de 30 ans. Le poids du temps, 34 ans de bataille. En 2026, l'affaire Omar Haddad a déjà 34 ans. Ghislaine Marchal serait aujourd'hui centenaire si elle avait vécu. Omar Haddad, qui avait 29 ans au moment du meurtre, en a maintenant 63. Il a passé près de 8 ans en prison. Il a consacré les 30 dernières années à se battre pour son innocence. Cette lutte l'a épuisé, mais il ne peut pas s'arrêter. Car renoncer, ce serait accepter d'être un meurtrier, ce serait trahir sa propre vérité. Le temps efface certains souvenirs, brouille certaines pistes, les témoins vieillissent, disparaissent. Les 2 suspects, identifiés lors de l'enquête secrète des gendarmes, sont décédés. Impossible de les interroger aujourd'hui. Impossible de vérifier leur implication éventuelle. Le temps joue contre la recherche de la vérité, mais il joue aussi en faveur d'Omar Haddad, car avec le temps, de nouvelles techniques scientifiques émergent, les analyses ADN deviennent plus précises, les méthodes d'investigation évoluent. Peut-être qu'un jour, une nouvelle découverte permettra de résoudre définitivement cette énigme. La procédure devant la CEDH, un espoir fragile. La saisine de la Cour européenne des droits de l'homme représente le dernier espoir d'Omar Haddad. Cette procédure est longue et incertaine. La CEDH examine des milliers de requêtes chaque année. Seule une minorité aboutit à une condamnation de l'État concerné. Pour qu'une requête soit acceptée, il faut démontrer une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans le cas d'Omar Haddad, plusieurs articles pourraient être invoqués. L'article 6 qui garantit le droit à un procès équitable. L'article 13 qui garantit le droit à un recours effectif.
L'avocat d'Omar Haddad pourrait arguer que le refus systématique de réviser le procès constitue une violation de ses droits, que la France n'a pas respecté ses obligations en matière de justice. Mais la CEDH est prudente. Elle hésite à remettre en cause les décisions de justice nationale. Elle se limite généralement aux violations procédurales flagrantes. Si la CEDH condamnait la France, cela obligerait l'État à réexaminer le dossier. Mais cela ne garantirait pas une révision du procès, encore moins un acquittement. C'est un processus long, complexe, aléatoire. Pour Omar Haddad, c'est néanmoins un espoir, une dernière porte qui pourrait s'ouvrir, une dernière chance de faire entendre sa vérité. Les incohérences du dossier, une liste accablante. En récapitulant l'ensemble des éléments du dossier, de nombreuses incohérences apparaissent. Aucune trace ADN d'Omar Haddad sur les lieux du crime. Aucune empreinte digitale. Aucune trace de sang de la victime sur ses vêtements ou son corps. Comment un meurtre aussi violent peut-il ne laisser aucune trace sur l'assassin? Les inscriptions en lettres de sang posent question. Pourquoi 2 phrases presque identiques? Pourquoi une faute de grammaire inhabituelle pour Ghislaine Marchal? Pourquoi écrire une phrase complète alors qu'on est en train de mourir? La présence d'ADN masculin non identifié sur la scène de crime. Ces ADN sont retrouvés sur les inscriptions, sur la porte, sur différents éléments. Ils ne correspondent pas à Omar Haddad. À qui appartiennent-ils? La cave à vin adjacente à la chaufferie n'a jamais été correctement explorée. Des ouvertures y auraient permis une sortie. Pourquoi cette piste n'a-t-elle pas été étudiée? L'enquête secrète des gendarmes entre 2002 et 2004 a été enterrée. Des suspects crédibles, liés au milieu criminel, ont été identifiés. Pourquoi le parquet n'a-t-il pas donné suite? Les fuites dans la presse dès le début de l'affaire. Omar Haddad jugé médiatiquement avant d'être jugé juridiquement. Cette pression a-t-elle influencé les jurés? La focale immédiate sur Omar Haddad, sans exploration sérieuse d'autres pistes. Tous ces éléments pris séparément peuvent s'expliquer, mais pris ensemble, ils forment un faisceau de présomptions troublant. Un faisceau qui suggère qu'Omar Haddad n'est peut-être pas le coupable. Le rôle des médias. Entre information et manipulation, les médias ont joué un rôle central dans l'affaire Omar Haddad. Dès le début, l'affaire a été très médiatisée. Les journaux ont relayé des informations provenant de sources policières, parfois avant même que la défense n'en ait connaissance. Omar Haddad s'est plaint d'avoir été sali dans la presse. Des accusations de vol, de relations avec des prostituées ont été lancées, jamais prouvées, mais largement diffusées. Cette médiatisation a créé un climat dans lequel il était difficile d'être impartial. Le public s'est forgé une opinion avant même le procès. En 1994, lors du procès, la couverture médiatique a été intense. Les caméras étaient présentes. Chaque mot prononcé était scruté, analysé, commenté. Le procès est devenu un spectacle. Mais les médias ont aussi permis de maintenir l'affaire dans l'actualité. Sans cette attention médiatique, Omar Haddad aurait peut-être été oublié. Les documentaires, les livres, les films ont contribué à faire connaître son histoire. Ils ont permis de sensibiliser l'opinion publique aux possibles erreurs judiciaires. Le film de Roch Dizem, en 2011, a touché un large public. Il a humanisé Omar Haddad. Il a montré un homme ordinaire broyé par une machine judiciaire implacable. Aujourd'hui encore, en 2026, les médias s'intéressent à l'affaire. Le podcast de l'INA, lancé en décembre 2025, en est un exemple. Cette attention continue montre que l'affaire n'est pas résolue dans l'esprit du public, que le doute persiste, que la question de l'innocence ou de la culpabilité d'Omar Haddad reste ouverte. Les comparaisons avec d'autres affaires, une liste inquiétante. L'affaire Omar Haddad n'est pas d'unique. La France a connu d'autres erreurs judiciaires avérées. Patrick Dils, condamné en 1989 pour le meurtre de 2 enfants, a été innocenté en 2002. Il avait passé 15 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Des analyses ADN ont prouvé son innocence. Outreau, en 2004, a révélé une catastrophe judiciaire. Des personnes innocentes ont été accusées de pédophilie sur la base de témoignages non vérifiés. Certaines ont passé des années en prison avant d'être acquittées. Christian Iacono, condamné à perpétuité en 2003 pour un double meurtre, a été acquitté en 2014, après 11 ans de détention. Des expertises balistiques défaillantes avaient conduit à sa condamnation.
Ces affaires montrent que l'erreur judiciaire est possible, que des innocents peuvent être condamnés, que la justice n'est pas infaillible. Elles montrent aussi l'importance des progrès scientifiques. Les analyses ADN ont permis d'innocenter de nombreuses personnes. Elles ont révélé les failles de certaines expertises anciennes. Dans le cas d'Omar Haddad, les analyses ADN apportent des éléments troublants, mais elles ne suffisent pas pour l'instant à obtenir une révision du procès. La justice française reste prudente. Elle hésite à remettre en cause ses propres décisions. Cette prudence est compréhensible. Réviser systématiquement les procès sur la base de nouvelles expertises créerait une insécurité juridique. Mais elle pose aussi question. Combien de temps faut-il attendre avant de reconnaître une erreur? Combien de preuves faut-il accumuler? Omar Haddad, aujourd'hui, une vie en suspens. En 2026, Omar Haddad vit à Toulon. Il a 63 ans. Il est marié, père de famille. Il travaille dans l'ombre, loin des projecteurs. Mais son combat continue. Il participe aux documentaires, aux interviews, aux livres. Il raconte inlassablement son histoire. Il explique qu'il n'a pas tué Ghislaine Marchal, qu'il était juste au mauvais endroit au mauvais moment, qu'il est victime d'une terrible injustice. Ceux qui le connaissent décrivent un homme digne, épuisé mais déterminé, blessé mais debout. Il ne demande pas la pitié, il demande la justice. Il demande qu'on le reconnaisse innocent, qu'on efface cette tâche de son casier judiciaire, qu'on lui rende son honneur. Pour lui, chaque jour est une bataille pour continuer à croire en la justice, une bataille pour ne pas sombrer dans l'amertume. Sa famille le soutient, ses avocats continuent de se battre, des associations de soutien aux victimes d'erreurs judiciaires le défendent, mais le combat est long, très long. 34 ans, c'est une vie entière. 2/3 de son existence passée sous le poids de cette accusation. Les hypothèses alternatives. Et si ce n'était pas Omar? Si Omar Haddad n'est pas le coupable, qui a tué Ghislaine Marchal? Plusieurs hypothèses ont été avancées au fil des années. La piste du milieu criminel niçois est la plus crédible. L'informatrice qui a contacté les gendarmes en 2002 a évoqué un homme couvert de sang le jour du meurtre. Cet homme, prénommé Marcel, fréquentait le même restaurant que Ghislaine Marchal. Les gendarmes ont pris cette piste au sérieux. Ils ont enquêté pendant 2 ans. Ils ont identifié 2 suspects potentiels. Mais l'enquête a été abandonnée sans explication claire. Autre hypothèse, un cambriolage qui aurait mal tourné. Ghislaine Marchal était une femme riche. Sa villa contenait des objets de valeur. Un cambrioleur aurait pu pénétrer dans la propriété le dimanche 24 juin. Il aurait été surpris par Ghislaine Marchal. Une altercation aurait éclaté. Le cambrioleur aurait tué la vieille dame pour éviter d'être identifié. Puis il aurait mis en scène l'accusation contre Omar Haddad. Il aurait tenu la main de Madame Marchal pour écrire les inscriptions. Cette théorie expliquerait la présence d'ADN masculin inconnu sur les inscriptions. Elle expliquerait aussi l'absence totale de traces d'Omar Haddad sur la scène de crime. Une troisième hypothèse, plus sombre, évoque un règlement de compte. Ghislaine Marchal fréquentait un restaurant lié au milieu. Avait-elle des dettes de jeu? Était-elle impliquée dans des affaires louches? Ces questions n'ont jamais été explorées sérieusement. L'enquête s'est focalisée uniquement sur Omar Haddad. Les autres pistes ont été négligées. Aujourd'hui, avec le décès des suspects potentiels, il est difficile de vérifier ces hypothèses. Mais elles restent plausibles. Elles offrent des explications cohérentes aux incohérences du dossier. La question de la faute de grammaire. Un mystère linguistique. Omar m'a tué est devenue une expression emblématique. Cette faute de grammaire interroge. Ghislaine Marchal était une femme cultivée, issue d'une famille de résistants. Elle maîtrisait la langue française. Comment aurait-elle pu faire une telle erreur dans ces derniers instants? Certains linguistes ont analysé cette phrase. Ils notent que la confusion entre l'infinitif et le participe passé est courante. Beaucoup de Français font cette erreur à l'oral. Il m'a tué au lieu de il m'a tué. Mais à l'écrit, pour une personne cultivée, c'est plus rare. D'autres experts suggèrent que dans un moment de panique extrême, on peut commettre des erreurs inhabituelles. Que le stress et la peur perturbent les automatismes linguistiques. Que Ghislaine Marchal, en train de mourir, n'avait plus la capacité de vérifier sa grammaire. Mais une autre explication est possible. Et si quelqu'un avait dicté ces mots?
Et si le véritable assassin avait tenu la main de Madame Marshall, il aurait dicté « Omar m'a tué » avec son propre niveau de langue. Peut-être était-il lui-même peu éduqué. Peut-être ne maîtrisait-il pas les subtilités de la conjugaison française. Cette hypothèse expliquerait la faute. Elle expliquerait aussi pourquoi deux inscriptions presque identiques. Le meurtrier voulait s'assurer que le message serait bien compris. Il a donc écrit 2 fois sur 2 portes différentes. Cette théorie est soutenue par la présence d'ADN masculin inconnu sur les inscriptions. Elle est cohérente avec l'ensemble des éléments du dossier. L'avis des criminologues, une mise en scène évidente. Plusieurs criminologues ont étudié l'affaire Omar Haddad. Leur conclusion est souvent la même. Il s'agit d'une mise en scène. Roger Marc Moreau, expert en criminalistique, affirme que les inscriptions ont été réalisées par quelqu'un tenant la main de la victime. Pour lui, plusieurs éléments le prouvent. Le tracé des lettres est trop régulier pour une personne mourante. Les 2 inscriptions sont trop similaires. La quantité de sang utilisée est importante, ce qui suggère que l'opération a pris du temps. Une personne en train de mourir n'aurait pas cette capacité. D'autres experts notent que la scène de crime présente des anomalies. La porte de la chaufferie était barricadée de l'intérieur. Comment le meurtrier a-t-il pu sortir? La réponse la plus logique, par une autre issue. La cave à vin adjacente avec ses fenêtres et aération offrait une sortie possible. Mais cette piste n'a jamais été explorée sérieusement lors de l'enquête initiale. Les criminologues soulignent aussi l'absence totale de traces d'Omar Haddad. Dans un meurtre aussi violent, l'assassin laisse toujours des traces. Du sang, de la salive, des cheveux, des fibres textiles. Ici, rien. Pas la moindre trace ADN d'Omar Haddad. C'est statistiquement improbable si Omar est réellement le coupable. Pour ces experts, l'affaire est claire. Omar Haddad est innocent. Il a été victime d'une manipulation. Le véritable assassin a orchestré une mise en scène pour faire porter le chapeau au jardinier. Et la justice a marché. Les conséquences humaines, des vies brisées. Au-delà des aspects juridiques et scientifiques, l'affaire Omar Haddad a brisé des vies. Ghislaine Marshall a été assassinée dans des conditions atroces. Elle a vécu des moments de terreur absolue avant de mourir. Sa famille porte cette douleur depuis plus de 30 ans. Chaque fois que l'affaire revient sur le devant de la scène, la blessure se rouvre. Omar Haddad a perdu près de 8 ans de sa vie en prison. Il a été séparé de sa famille, de ses enfants. Il a vécu l'enfer carcéral pour un crime qu'il dit ne pas avoir commis. Depuis sa libération en 1998, il porte l'étiquette d'assassin. Il ne peut pas tourner la page. Il ne peut pas reconstruire complètement sa vie. Sa famille a souffert également. Ses enfants ont grandi avec un père en prison, puis gracié, mais pas innocenté. Il porte ce poids. Les avocats, les juges, les enquêteurs impliqués dans cette affaire ont également été marqués. Certains doutent aujourd'hui de leur certitude d'alors. D'autres restent convaincus de la culpabilité d'Omar Haddad. Cette affaire divise encore. Elle crée des tensions, des polémiques, des accusations. Le système judiciaire français, face à ses limites, l'affaire Omar Haddad met en lumière les limites du système judiciaire français. La procédure de révision est extrêmement difficile en France. Il faut apporter des faits nouveaux ou des éléments inconnus, susceptibles d'établir l'innocence du condamné. Le seuil de preuve est très élevé. Dans le cas d'Omar Haddad, malgré la découverte de plusieurs ADN masculins non identifiés sur la scène de crime, la Cour de révision a considéré que ces éléments n'étaient pas suffisants. Cette prudence s'explique. La justice ne peut pas remettre en cause systématiquement ses décisions. Cela créerait une instabilité juridique. Cela fragiliserait la confiance dans l'institution judiciaire. Mais cette prudence a un coût humain. Des innocents peuvent rester en prison ou porter à vie l'étiquette de coupable. Le système français ne dispose pas de commission d'enquête indépendante sur les erreurs judiciaires comme dans certains pays anglo-saxons. En Angleterre, la Criminal Cases Review Commission réexamine les affaires suspectes. Elle dispose de larges pouvoirs d'investigation. Elle peut ordonner de nouvelles expertises, interroger de nouveaux témoins. En France, cette fonction n'existe pas vraiment. Les associations de victimes d'erreurs judiciaires tentent de combler ce vide, mais elles n'ont pas les moyens d'une institution publique. L'affaire Omar Haddad pose la question,
Faut-il réformer le système de révision en France? Faut-il créer une commission indépendante? Faut-il abaisser le seuil de preuve pour permettre plus facilement la révision des procès? Ces questions sont débattues par les juristes, les avocats, les politiques. Mais pour l'instant, aucune réforme majeure n'a été entreprise. En attendant la vérité, un dénouement incertain. En ce début d'année 2026, l'affaire Omar Haddad n'est toujours pas résolue. La procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme suit son cours. Elle pourrait prendre encore plusieurs années. Personne ne sait quel sera le dénouement. La CEDH condamnera-t-elle la France? Obligera-t-elle l'État français à réexaminer le dossier? Ou confirmera-t-elle les décisions des juridictions nationales? En attendant, Omar Haddad vit dans l'incertitude. Il ne sait pas si un jour il sera innocenté. Il ne sait pas si la vérité éclatera. Il ne sait pas si on connaîtra un jour l'identité du véritable assassin de Ghislaine Marchal. Cette incertitude est insupportable, pour lui, pour sa famille, pour tous ceux qui le soutiennent. Mais c'est aussi une incertitude pour la société française. Comment peut-on vivre avec le doute qu'un innocent ait été condamné? Comment peut-on accepter qu'une affaire aussi trouble reste non résolue? L'affaire Omar Haddad nous rappelle que la justice est humaine, qu'elle peut se tromper, que derrière chaque verdict, il y a des hommes et des femmes qui prennent des décisions qui peuvent changer des vies, des décisions qui peuvent briser des destins. Les derniers développements, 2023-2026. Depuis le rejet de la deuxième requête en révision en octobre 2022, plusieurs événements ont marqué l'affaire. En décembre 2025, l'Institut national de l'audiovisuel a lancé un podcast consacré à l'affaire. Cette initiative a permis de faire redécouvrir le dossier à un nouveau public. Les jeunes générations, qui n'ont pas connu l'affaire en temps réel, découvrent cette histoire. Elles s'interrogent, elles se posent des questions. Elles comparent avec d'autres affaires judiciaires récentes. Les réseaux sociaux bruissent de discussions sur l'affaire. Des débats passionnés opposent ceux qui croient en la culpabilité d'Omar Haddad et ceux qui le pensent innocent. Les hashtags Omar Haddad et Omarma tué circulent régulièrement. En octobre 2024, lors d'un colloque à l'Université de Lille, sur le juge et l'expert, Maître Nohachovic est intervenue. Elle a rappelé l'importance cruciale des expertises dans les décisions de justice. Elle a souligné les dangers des expertises défaillantes ou contestables. L'affaire Omar Haddad a servi d'exemple pour illustrer comment une expertise peut orienter définitivement un procès. La communauté juridique française continue de débattre. Certains avocats et magistrats estiment qu'il est temps de rouvrir le dossier. D'autres considèrent que la justice a fait son travail et qu'il faut respecter les décisions rendues. Aucun nouveau développement majeur n'a été rapporté en 2025 ou début 2026. La procédure devant la CEDH avance lentement. Les expertises ADN réalisées il y a plusieurs années n'ont pas été complétées par de nouvelles investigations. Le temps passe. Les protagonistes vieillissent, l'affaire s'éloigne dans le temps. Mais elle reste présente dans les mémoires. Elle reste un symbole de l'énigme judiciaire non résolue, un symbole du doute qui persiste malgré une condamnation. Conclusion. Une énigme qui nous interroge, l'affaire Omar Haddad est bien plus qu'une simple affaire criminelle. C'est une énigme judiciaire qui pose des questions fondamentales. Comment peut-on être certain de la culpabilité d'un homme quand tant d'éléments posent question? Comment la justice peut-elle fonctionner quand les expertises se contredisent? Comment un innocent peut-il prouver son innocence face à des accusations aussi graves? Ces questions nous concernent tous, car la justice est l'affaire de tous les citoyens. Nous avons tous intérêt à ce qu'elle fonctionne correctement, à ce qu'elle condamne les coupables et innocente les innocents. L'affaire Omar Haddad nous rappelle que ce n'est pas toujours le cas, que la machine judiciaire peut se tromper, que des innocents peuvent être broyés. Elle nous rappelle aussi l'importance du doute. Le doute raisonnable est au cœur du système judiciaire. Dans le doute, on acquitte, dit le principe. Mais ce principe n'a pas été appliqué dans le cas d'Omar Haddad. Malgré les incohérences, malgré l'absence de preuves matérielles, il a été condamné. Aujourd'hui, 34 ans après les faits, le mystère demeure. Qui a tué Ghislaine Marchal? Était-ce vraiment Omar Haddad? Ou bien un autre homme, resté dans l'ombre, a-t-il orchestré cette mise en scène?
Nous ne le savons toujours pas, et peut-être ne le saurons-nous jamais. Voilà où nous en sommes, une affaire qui divise, une affaire qui interroge, une affaire qui nous rappelle les limites de la justice humaine, une affaire qui, 34 ans plus tard, n'a toujours pas livré tous ses secrets. Et vous, qu'en pensez-vous? Omar Radad est-il coupable ou innocent? Les inscriptions en lettres de sang sont-elles authentiques ou une mise en scène? La justice a-t-elle condamné le bonhomme? Ces questions méritent faux réflexion. Ces questions méritent débat. Si cette histoire vous a captivé, si elle vous a fait réfléchir sur la justice et ses imperfections, alors partagez-la. Parlez-en autour de vous, faites connaître cette affaire. Car c'est en gardant ces dossiers dans la lumière qu'on évite qu'ils sombrent dans l'oubli. C'est en continuant de poser des questions qu'on peut espérer, un jour, obtenir des réponses. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les grandes affaires judiciaires. Activez la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer ce travail d'investigation et de mémoire. Ensemble, nous pouvons donner de la force à cette chaîne. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que ces histoires ne soient jamais oubliées. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette longue enquête. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de la justice française.